Rebonjour, on est encore à Pop Science au parc Blandan. C'était un peu court. On parlait de phénomènes astrophysiques surprenants. J'aimerais bien qu'on évoque celui du laser naturel. Oui, en fait, il y a des lasers naturels qui existent autour de nous, que ce soit dans les queues de comètes, autour de certaines étoiles ou même dans des galaxies très lointaines. Et une des molécules qui est à l'origine de ce laser naturel, c'est l'eau. Ouais. Et du coup, on est très friand de ce phénomène parce que la recherche de l'eau, ça a aussi une portée philosophique, dans le sens où sur Terre, on pense vraiment que l'eau, c'est une condition sine qua non à la vie. Sans l'eau, on n'aurait pas la vie. Et du coup, on s'intéresse à ça et à chercher, parce que l'eau, c'est une molécule très stable, elle émet très peu de lumière en temps normal, mais quand elle est dans ce phénomène de laser naturel, et bien en fait, toutes les molécules d'eau vont émettre dans la même direction et vont émettre sur nous, sur la Terre. Bien sûr, un champ plus large, elles émettront aussi à côté, mais je veux dire en particulier sur la Terre, et on peut capter ce signal qui est très cohérent. Et comment on capte un signal comme ça? Ça paraît complètement dingue. Avec des antennes micro-ondes. Il s'avère que l'eau, c'est le même principe qui permet de chauffer votre plat dans le micro-ondes. L'eau réagit au micro-ondes et elle est aussi capable d'en émettre. Et du coup, c'est grâce à des antennes micro-ondes qu'on pointe vers le ciel. Donc on va pointer vers le ciel ces antennes, oui, et vers ces lasers naturels. On va essayer de trouver des traces d'eau. Oui, c'est ça. Ouais. Et si on arrive à savoir exactement où elles sont, et en étudiant plein de galaxies ou plein de nuages, comme ça, on va être capable de tracer au fur et à mesure, comme si on prenait des clichés à différentes étapes, savoir comment l'eau vient au final se placer dans un système solaire et du coup sur Terre comme pour nous. C'est un travail de fourmi quoi. Et de titan à la fois. Ah bah oui, c'est ça ouais. Non mais je veux dire ça peut être le travail d'une vie quoi. Ah même de plusieurs vies. Même de plusieurs vies. Ouais, non mais oui, c'est-à-dire que c'est quand même dans votre métier que vous êtes en train de faire, vous êtes doctorant d'astrophysicien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partir sur quelque chose à un temps donné de votre vie et vous n'aurez peut-être jamais les résultats de votre vivant. Je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont cet amour de la science et qui vont simplement essayer d'apporter une contribution à leur travail. Il y a beaucoup de scientifiques qui, de leur vivant, n'ont jamais vu le fruit final de leur recherche. Alors oui, l'eau important parce qu'effectivement ça serait la condition absolue pour l'éclosion telle qu'on la connaît. Telle qu'on la connaît. Tout à l'heure, on avait évoqué rapidement les supernovas. Oui. Supernova, c'est quand même aussi un truc... c'est assez extraordinaire. Ouais. Mais c'est quoi les supernovas C'est juste avant, c'est la mort d'une étoile. Au moment où elle va mourir, en fait, il va y avoir une gigantesque explosion et le cœur dur de l'étoile va rester, mais les enveloppes, elles, de cette étoile vont s'étendre à des dimensions extraordinaires. Et alors, c'est quoi des dimensions extraordinaires? Et ben, par exemple, si on était capable de voir, il y a une supernova qui a explosé il y a 2000 ans dans notre ciel, et si on était capable de voir son rayonnement, bien qu'il soit trop faible, sur le ciel, ce serait plus grand que la pleine lune. Oui, ça prend vraiment des dimensions énormes, alors qu'elle est à des millions de kilomètres. Là, vous parliez d'une supernova il y a 2000 ans, c'est la dernière qu'on ait vue? Non, la dernière qu'on ait vue, elle date de 1987. Elle a été observée. Et elle a été observée dans le nuage de Magellan, qui est une petite galaxie satellite à la nôtre. Et alors, donc c'est plutôt rare. À l'échelle astronomique, c'est très fréquent. Oui, à l'échelle astronomique. Enfin, à l'échelle humaine, c'est quand même assez rare. Parce que la dernière, vous me dites, elle date de 1987. Oui, c'est vrai. Mais quand on étudie ça, j'imagine qu'un chercheur, il doit sauter de sa chaise, bondir de sa chaise. Quand il y en a une très proche, oui, effectivement. Ouais. Et une fois que vous avez cette supernova, vous faites quoi? Enfin, vous regardez, vous l'étudiez, mais qu'est-ce que ça va vous permettre de faire et d'avancer dans quelle direction? En fait, il faut savoir que tout l'or qui nous compose, le silicium de nos téléphones ou le fer, tout ça en fait vient de l'explosion d'une supernova. C'est la seule source qui permet de créer des éléments plus lourds. Et donc du coup, si vous voulez, tout ce qui nous compose, de notre carbone, ça vient de l'explosion d'une supernova il y a plus de 5 milliards d'années, qui a enrichi le milieu de notre galaxie. C'est ce que disait, je vous coupe, c'est ce que disait un je ne vais pas me permettre de prononcer son nom parce que je ne vais pas y arriver, un astrophysicien mondialement connu vietnamien, qui disait qu'on est tous des poussières d'étoiles. Oui, c'est ça, ouais. C'est de là que ça vient. C'est ces explosions qui nous ont donné tous nos éléments, l'uranium qui a nos centrales nucléaires. Donc on est des enfants de supernova. Oui.
Ouais. Non mais aujourd'hui, alors voilà, ça c'est une chose, mais aujourd'hui les étudier, je vais dire, Bah, ça nous donne l'information de comment se répartit ça. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que elles viennent d'il y a 10 milliards d'années ou c'est simplement 5 milliards d'années. On ne sait pas à quel taux se mélangent vraiment les éléments. Parce que voilà, il y a tout ça. Donc il y a plein de questions, mais est-ce qu'il n'y a pas une question essentielle, fondamentale? Est-ce que c'est quoi la grande question Derrière les supernovas? Non mais oui, et puis tout ça, la grande question c'est d'où on vient? Ah bah ça, c'est sûr que ça nous guide, hein. Pouvoir reconstituer tous les éléments qui ont assemblé les briques de la vie. Et c'est sûr que... On va revenir un peu sur Terre, on est à Pop Science, donc c'est le festival qui allie la recherche qui est parfois quand même ultra complexe. On a qu'à lire le sujet de votre thèse, modélisation précise d'amas de galaxies massifs, voilà, observé par Hubble et Muse. Recherche et citoyen, ça veut dire qu'aujourd'hui il faut qu'on arrive à vulgariser la science. Aujourd'hui, vous avez 26 ans. Est-ce que le discours aujourd'hui d'un astrophysicien, d'un physicien, d'un scientifique, il doit être moins compliqué, plus accessible pour que les habitants s'emparent de la science? Je pense que c'est essentiel que les chercheurs et les scientifiques vulgarisent leurs recherches. Parce qu'au final, il y a deux aspects. Il y a un peu un aspect de devoir, c'est-à-dire que finalement c'est l'argent public qui nous finance, donc quelque part c'est une juste rétribution. Et puis il y a aussi que comme on est vraiment plongé dans ces recherches qui parfois sont compliquées, on a besoin de ce lien et de reconnecter avec les citoyens, leur expliquer que en fait ce qu'on étudie c'est pas si compliqué non plus, il suffit juste de bien l'expliquer et de le ramener et que tout le monde peut le comprendre. C'est vraiment ce côté, la science, on peut tous le faire. Il y a eu des initiatives qui ont aidé les chercheurs et qui ont été aidés par des citoyens. Parce que je regardais, par exemple, il y a quelque chose qui a marqué chez Thomas Pesquet, c'est qu'il a énormément tweeté. Ouais. Et là, il a envoyé des clichés absolument extraordinaires de ce que lui voyait de là-haut. Ouais. Jusqu'à maintenant, on en a vu des astronautes monter sur l'ISS, mais lui, il a ce côté, réseaux sociaux. Où il partage beaucoup. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça que la science doit faire, c'est-à-dire le partage via les réseaux sociaux notamment? Je pense que c'est essentiel. C'est vraiment quelque chose que. Et puis c'est de plus en plus dans les mœurs. Je veux dire, on a tous. Les scientifiques qui nous entourent, tous les jeunes que je croise, ils ont vocation et ils ont cette envie de partager la science et de voir ces spectacles extraordinaires. C'est louper les clichés de Thomas Pesquet. Quand on les a vus, c'est assez incroyable. C'est incroyable, ce genre de choses qu'on peut facilement partager. Là, il y a beaucoup de classes, beaucoup d'enfants, des petits. Ouais. C'est aussi d'arriver à leur donner l'envie parce qu'on regardait, je pars un peu dans tous les sens, mais Cédric Villani, oui. médaille Fields de mathématiques, ouais. Lyon 1, Institut Poincaré à Paris, il a une capacité à rendre accessibles les mathématiques. Et il y a de vrais enjeux derrière, puisque aujourd'hui les classes en mathématiques étaient clairement en manque d'effectifs. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un regain d'effectifs juste parce qu'il y a Cédric Villani qui a réussi à... C'est là où on voit l'importance vraiment de la vulgarisation, c'est-à-dire qu'il faut faire émerger chez les gens l'envie et de partager. Moi, quand je regarde le ciel le soir dans mon télescope, je suis émerveillé et j'ai envie de le partager et d'émerveiller d'autres gens avec des spectacles extraordinaires. Est-ce que l'Observatoire de Lyon, vous faites des choses pour organiser des... Oui, il y a des soirées d'observation une fois par mois. Il suffit de contacter l'Observatoire ou aller sur Internet et vous pouvez accéder à les soirées d'observation. Bon, et ben voilà, on va en rester là. Donc le plus simple, c'est de joindre l'Observatoire de Lyon pour arriver à discuter avec des gens comme Guillaume Malheur de ce qui se passe au-dessus de nos têtes et puis parfois de rêver un peu dans un monde un peu compliqué. Voilà. Donc on est encore à Pop Science, vous nous suivrez et puis bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.